Bonjour. Aujourd'hui, on va étudier le jugement par le fer rouge. Qui va être jugé? C'est Iseu. C'est-à-dire on a affaire ici au roman Tristan et Iseu. Le jugement, il va être jugé par le fer rouge. Nous avons un jugement, c'est-à-dire être jugé par quoi? Le fer. Qui est comment? Qui est rouge. Rouge par quoi? Par le feu. Alors, pour commencer à comprendre cette histoire et pourquoi ce jugement, pourquoi Iseu va être jugé, on doit d'abord comprendre et situer le texte. Ça veut dire, qu'est-ce qui s'était passé avant? Quels sont les événements précédents? Alors, on a dit, après avoir bu le filtre d'amour, Iseu et Tristan s'aiment éperdument. Ils s'aiment comment? Éperdument. Ils s'aiment follement. Ils n'arrivent pas à se séparer. Et malgré ça, ils vont vivre ensemble dans Cournoye, chez le roi Marc. Le roi Marc. Parce que le roi Marc est l'oncle de Tristan. Tristan est le neveu du roi Marc. Et d'ailleurs, parce que ici, le roi Marc est le frère de la maman d'Iseu, qui ici, c'est Blanche Fleur. C'est le roi Marc qui s'est occupé de l'éducation de Tristan après la mort de ses parents, c'est-à-dire Blanche Fleur de son père. Iseu, qui est Iseu? Iseu, c'est la fille du roi d'Irlande. La fille du roi d'Irlande et la sœur d'Imorol, simplement. La sœur d'Imorol. Alors, lorsque Tristan a demandé la main d'Iseu au roi Marc, la maman de celle-ci, c'est-à-dire la maman d'Iseu, a donné à qui? A donné à Brangion un filtre. Il va donner un filtre d'amour pour veiller sur le bonheur de sa fille, pour protéger sa fille, pour que sa fille n'ait pas, le subjonctif, des problèmes. Alors, il lui a donné un filtre. Il l'a conseillé de quoi? De lui donner, ou bien de leur donner, ça veut dire à Iseu, aux deux époux, Iseu et roi Marc, ce filtre le jour de la nuit de noces. À la nuit de noces. On sait bien l'histoire qui s'était passée. Malheureusement, c'est Tristan et Iseu qui vont boire ce filtre. Voilà, c'est un problème. On a dit que c'est Brangion qui s'était dormi avec le roi Marc parce que Iseu n'est plus vierge, vu qu'il est en relation avec Tristan. Alors là, obligé que Brangion dorme à sa place, eh bien, il y a tout d'obstacles, beaucoup de problèmes, beaucoup de situations embarrassantes, c'est compliqué. La situation est compliquée. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vivre chez le roi Marc, à Cournoye. Ils vont vivre normal, comme tout le monde. Mais le problème, ils sont obligés de se voir. Ils se voient, ils se rencontrent secrètement. Il y a des rencontres secrètes. Des rencontres secrètes entre les deux amants. Les valets du roi Marc ont découvert cette relation et ces rencontres secrètes. Ils ont tout révélé au roi Marc. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les deux amants vont être jugés à être brûlés vifs devant tout le monde. Parce que c'est la trahison. C'est la réputation du roi qui a été mise en cause. Alors, ils ont été jugés à être brûlés vifs.
question, vont-ils être brûlés? Vont-ils mourir? Que feront-ils? Effectivement, ils vont s'enfuir, ils vont se cacher dans une forêt. Ils vont se cacher dans une forêt. Ils vont mener une vie de fugitifs, d'une place à une autre. Mais un jour, le roi Marc a découvert leur cachette. Il a découvert leur cachette grâce à une personne qui il a réussi à repérer leur cachette. Il a informé le roi Marc. Alors, ce dernier va venir à cette place. Il va venir à l'abri de ces deux amants. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Quelque chose de incroyable. Il a trouvé que Iseu dort à côté de Tristan, mais à côté d'eux, il y a une épée. Il y a une épée entre, c'est pas à côté de, pardon, entre les deux, il y a une épée. Alors, quelle est la signification de cette épée? Tout simplement, cette épée montre qu'il n'y a pas de contact, il n'y a pas de lien corporel, il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de contact entre les deux. Alors, s'il n'y a pas de contact, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement la chasteté. Ça veut dire qu'il n'y a pas une relation amoureuse, sexuelle entre les deux personnes, ou bien être des amants. Le roi est ébahi. Pour lui, c'est la preuve qu'il n'y a rien. Parce que depuis le début, le roi ne croit pas tout ce que lui disent ses valets. Mais il est pressé, et il est sous la contrainte de son entourage, les barons. Les barons n'acceptent pas ça. Vu que il a déjà demandé que Tristan soit le roi. Alors il dit, bah, il y a une trahison. Alors ici, lorsqu'il a trouvé l'épée, c'est signe de l'honnêteté, chasteté. Ces deux-là sont ensemble, mais aucune relation. D'accord? Alors, le roi Marc va leur pardonner. Va leur pardonner. Iseu va venir à Cornouailles habiter chez le roi Marc. Mais Tristan va être expulsé, éloigné. Il doit chercher un autre suzerain. Marc, le roi Marc, ne sera plus son suzerain. Il est obligé de chercher un autre suzerain. Ça veut dire qu'il va être éloigné du palais du roi Marc. Voilà la situation. Après 3 ans d'absence, Iseu et Tristan vont revenir. Pourquoi 3 ans? Pourquoi 2 ans, 3 ans? Alors, 3 ans, c'est le pouvoir du filtre s'est épuisé. Le pouvoir du filtre, c'est terminé. C'est fini. Il n'y a plus l'influence de la magie du filtre sur les deux personnes. 3 ans, c'est fini. Alors, 3 ans, ces deux hommes-là ces deux personnes vont se réveiller. Ah, c'est juste de la magie. Ah, tu m'aimes, moi je t'aime, comme ça se fait, etc. Mais c'est trop tard. Ils ont déjà une relation très forte. D'accord. Alors, après 3 ans d'absence, ils vont revenir à Cornouailles chez le roi Marc. Mais le roi Marc va leur pardonner, comme j'ai dit tout à l'heure. Iseu va rester chez son mari, mais Tristan va être expulsé. Alors, si le roi Marc a pardonné à Iseu, ses barons
n'ont pas accepté ce pardon. Son assistance n'a pas aimé ce jugement, ce verdict. Ils n'ont pas aimé l'attitude du roi Marc. Alors à chaque fois, ils soupçonnent d'infidélité, de trahison. Alors, je vais lire le texte. Le jugement par le fer rouge. Le roi Marc a pardonné aux deux amants et consent au retour des œufs à la cour. Consent, c'est consentir. Consent, ça veut dire consentir, ça veut dire qu'il accepte. Il acquiesce, il accepte. Consent au retour des œufs à la cour, ça veut dire au palais. Tandis que Tristan devra quitter le pied, ça veut dire qu'il est expulsé, renvoyé, il ne doit pas habiter à côté. En fait, ce n'est pas l'éloigner du palais, mais on doit l'éloigner des œufs. C'est déjà un verdict très fort, un jugement très fort, parce qu'il est éloigné de son amante. Alors il va vivre la souffrance, c'est ce qu'on va voir dans notre texte. Mais pour faire taire définitivement les soupçons, pour faire taire définitivement les soupçons, taire, il y a le mot taire, définitivement taire définitivement les soupçons. Trois mots. Taire, c'est-à-dire fermer les bouches, arrêter, faire cesser. Cesser quoi? Les soupçons. Que de quoi les soupçons? On soupçonne qui? Et qui soupçonne qui? En fait, ce sont les barons, les gens de la noblesse, les gens de la noblesse qui soupçonnent ils la soupçonnent, ils la culpabilisent, ils l'accusent d'infidélité. Regardez bien, taire définitivement. C'est quoi définitivement? Ça veut dire une fois pour toutes. Alors c'est quoi avant? Ça veut dire à chaque fois, il y a ces soupçons, il y a ces accusations, il y a cette culpabilité. Pour eux, ils sont toujours coupables. Et coupables de quoi? D'infidélité, comme on a dit, de trahison, de tromperie. Et qu'est-ce qui gêne les barons, ces nobles? Et qu'ils n'aient pas jugé. Pourquoi il va être pardonné? Il a trahi le chef du pied. La réputation des chefs diminuée. Il a perdu son honneur. Alors, et comment ça se fait qu'il va pardonner à Iseux? Parce que eux, ils ne savent pas qu'il y a cette épée-là entre les deux corps qui signifie, qui symbolise la chasteté. Mais le problème, il y a cette pression des barons. Parce que les barons se trouvent dans la cour, toujours chez le roi. Bon, à chaque fois, il y a toujours cette rumeur, cette réputation. Alors là, Iseux est coupable, Iseux est traîtresse, Iseux est infidèle, ce n'est pas une bonne femme. Comment on va croire que c'est la reine des pays, c'est le roi pardonné à la reine, c'est parce que, alors, pardon, c'est pas parce que, alors le roi aussi peut être infidèle, ainsi de suite. Alors, pour taire une fois pour toutes ces soupçons, Iseux propose de prouver son innocence. Alors, Iseux va passer en action. Iseux en a marre. Il a toujours, à chaque fois, il est accablé par ses soupçons. Qui est infidèle, qui a trompé le roi avec Tristan, etc. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il l'a proposé. Il a proposé quoi? Et à qui? Il a proposé au roi et au baron de passer l'épreuve du fer rouge. Alors, il a proposé, il a suggéré. Proposer, suggérer. Proposer, suggérer. Consentir, accès. Alors, il a proposé aux barons, ce sont les nobles qui entourent le roi. Il a proposé à cette
classe, à cette élite, pas la classe faite, cette élite sociale, de passer à l'épreuve du fer rouge. Pourquoi? Pour prouver, pour montrer qu'il n'est pas infidèle. C'est-à-dire qu'il est fidèle, pour montrer son innocence, pour montrer qu'il n'a rien commis, qu'il n'a pas de crime, qu'il n'a pas de faute, il n'a rien fait ou fait. Alors, elle a proposé de prouver son innocence en passant l'épreuve du fer rouge. C'est-à-dire quoi l'épreuve du fer rouge? On va la voir dans le texte. Elle fait savoir à Tristan, oh, Tristan va encore paraître dans l'histoire. Alors, elle fait savoir à Tristan, Tristan a dit, il est éloigné. Alors, elle fait savoir à Tristan, ça veut dire il y a toujours des contacts, mais de loin, entre les deux. Elle fait savoir à Tristan qu'elle devra, c'est le futur simple, qu'elle devra se trouver sur le lieu de l'épreuve déguisée en pèlerin. Alors, il a envoyé, entre parenthèses, un message, il a envoyé un mot, il a envoyé quelqu'un, son messager, son fidèle, son confident, ça veut dire quelqu'un à qui il fait confiance. Il lui a demandé d'aller chercher Tristan où est-ce qu'il est, parce qu'il doit automatiquement, il y aura des relations entre les deux. Il lui a demandé de lui dire, alors il a envoyé son confident, à Tristan, il lui a demandé de lui dire d'être dans la place du jugement. Être à la place du jugement. À la place de quoi? Du jugement. Être à la place du jugement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce jugement n'aura pas lieu dans le palais du roi Marc. Être à la place du jugement. Mais comment? Parce qu'on va le reconnaître. Le roi Marc va le reconnaître. Les barons veulent le reconnaître. Alors là, il a cherché, il a inventé une ruse. C'est que Tristan va être déguisé en pèlerin. C'est l'homme qui a eu un long voyage pour effectuer un culte religieux. D'accord? Alors voilà l'histoire. Ici, Iseu va passer par l'épreuve du jugement par le fer rouge pour prouver son innocence de l'infidélité par laquelle l'accuse les barons. On a dit définitivement, ça veut dire à chaque fois il lui répète, alors il va mettre court à ses accusations, à ses soupçons, mais il a inventé une ruse, il ne va pas passer au jugement tout seul, mais à l'aide de Tristan, qui va se déguiser, qui va voilà, changer sa forme, cacher son apparence, sous forme d'un pèlerin. On va voir maintenant le texte. Au jour marqué pour le jugement, le roi Marc et les barons de Cornouailles, ayant chevauché jusqu'à la Blanche Langue, parvinrent en Bellaroy devant le fleuve. Et massés au long de l'autre rive, les chevaliers d'Arthur les saluèrent de leurs bannières brillantes. Ce jugement va avoir lieu sur une île. Au jour marqué, ça veut dire au jour G, au jour précis, au jour de rendez-vous, au jour du jugement. Alors, le roi Marc, Iseu et les barons de Cornouailles, ayant chevauché jusqu'à la Blanche Langue. Chevauché, c'est les chevaux, il arrive à la... Parvinrent en Bellaroy devant le fleuve. Les chevaux, maintenant le fleuve, ils vont descendre du cheval, prendre la nef, pardon, le bateau, et masser au long de l'autre rive les chevaliers d'Arthur. Oh, nous avons ici, qui fait son apparition, c'est le roi Arthur.
le grand roi. Le grand roi Arthur, ses barons. De l'autre côté, nous avons le roi Marc. Ses barons. Et au milieu, nous avons Ésaü. Il y a aussi les hommes de religion, pour ne pas oublier. Les hommes de religion, les prêtres, on peut dire les prêtres, les évêques. Et un peu loin, nous avons le pèlerin. Qui n'est autre, juste, c'est Tristan. Au long de l'autre rive, nous avons le fleuve. Alors le fleuve, c'est par les deux. D'accord? Le fleuve, c'est par les deux. De ce côté, nous avons le roi Marc et ses barons Ésaü. Ici, à la place du jugement, il y a le roi Arthur, ses barons, les prêtres, Tristan. Maintenant, ils vont traverser le fleuve sur la nef, comme j'ai dit. Dans l'autre rive, les chevaliers d'Arthur les saluèrent de leur bannière brillante. Bien. Devant eux, assis sur la berge, ça veut dire la rive du fleuve. La rive, ça c'est l'eau, ici c'est là, la berge. La berge, le bord. Devant eux, assis là, sur la berge, un pèlerin. C'est un article indéfini. Personne ne le connaît. Sauf les œufs. Qui est-il? Pourquoi est-il ici? Mais la question qu'on va se poser, pourquoi sait-on qu'il s'agit d'un pèlerin? Tout simplement parce qu'ils ont un signe, comme un collier ici, qui montre qu'il s'agit d'un pèlerin. Ça veut dire qu'ils ont un signe de pèlerin, un collier. Ainsi, un pèlerin miséreux. Oh, le pauvre pèlerin. Alors, un pèlerin miséreux, parce qu'on a dit, il y a tout un long voyage. Un long voyage. Un voyage qui est long. Il a duré longtemps. Beaucoup de temps. Beaucoup de jours. Parce qu'il faut aller d'une place à une autre. Alors, le long voyage, dans un seul but, c'est effectuer un culte religieux, s'approcher du Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il fait le pèlerin? Il oublie tout ce qui l'entoure, tous les soins du corps, même la nourriture, il ne mange qu'à son besoin. Il ne va pas rester beaucoup de temps à manger, et il ne va pas s'occuper de ses habits, non, et de sa douche et tout ça. Il n'a pas le temps, parce que son temps, il doit consacrer tout son temps à ce culte religieux, à prier Dieu. Alors, il va être sale, il va être déshabillé, trop sale, les cheveux sales s'il ne les a pas rasés, ainsi de suite. Alors, c'est un pèlerin miséreux, pauvre, très pauvre, nécessiteux, pitoyable, qui nécessite la pitié des autres. Enveloppé dans sa charpe. La charpe, où pendaient des coquilles. Voilà, comme j'ai dit, les coquilles Saint-Jacques sont le signe des pèlerins. Alors il a des coquilles qui indiquent qu'il s'agissait d'un pèlerin. Alors on ne va pas lui faire du mal, on ne va pas le déranger. C'est un pèlerin qui se repose, qui a besoin du repos. Il a choisi cette place pour se reposer. Et on va l'aider pour effectuer, bien terminer son voyage. Au pont des coquilles, pendait sa sibyle. La sibyle, ça veut dire il a une coupe là, il demande la charité, il demande l'argent. De bois et demandait l'aumône d'une voix aiguë et dolente. Malheureuse, il est malheureux, il est fatigué. Une voix aiguë qui signifie la souffrance. Est-ce que ce pauvre gêne l'assistance? Non, c'est juste un pèlerin. Entre autres, lui, qu'est-ce qu'il veut? L'argent, tout simplement. L'argent, réellement,
à manger. Est-ce que pour eux, ce qui se passe va l'intéresser? Non. Pour l'assistance, tout le monde qui est là, qu'est-ce qui intéresse ce pèlerin? Comme j'ai dit, la nourriture. Est-ce que c'est un espion? Est-ce que c'est quelqu'un qui est venu voir qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un spectateur? Etc. Non, c'est juste quelqu'un qui veut de l'argent. Ça, c'est pour les rois et les barons. Qui connaît, ou bien qui sait qu'il s'agit de Tristan? 3 personnes. Quelles sont ces personnes? Le narrateur, le lecteur et Iseux. Le narrateur nous a informés, parce que Iseux l'a informé de sa stratégie. Le narrateur nous a informé à partir d'Iseux qu'il y a une stratégie entre elle et Tristan. Et nous, le lecteur, nous avons plus compris. Alors là, il y a 3 personnes, comme j'ai dit, narrateur, lecteur et Iseux. Le roi Arthur et ses barons, le roi Marc et ses barons, les prêtres et tout le monde, les autres, personne ne sait qu'il s'agit de Tristan. Parce que si on sait qu'il s'agit de Tristan, on va tuer Tristan, on va tuer aussi Iseux, parce que là, il y a un problème, et ainsi de suite. Bien. À force de rames, les barques de Cornouailles s'approchaient. Alors maintenant, ils vont s'approcher, parce qu'ils parcourent le fleuve. Quand ils furent près d'atterrir, ça veut dire là, les gens qui sont sur la barque, bien la nef, vont descendre, atterrir, descendre, ça veut dire toucher la terre. Iseux demanda au chevalier, pluriel, qui l'entouraient. Il demanda aux personnes qui l'entouraient, Seigneur, comment pourrais-je atteindre la terre ferme sans souiller mes longs vêtements dans cette fange? Il faudrait qu'un passeur vînt m'aider. Alors, qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle a demandé aux chevaliers qui sont sur la barque, il leur a demandé comment il va sauter, atterrir ou bien se trouver sur la terre ferme sans salir ses vêtements par l'eau et la boue. Parce que c'est la berge. Alors la barque va s'arrêter ici. Alors Iseux va descendre. Alors il va traverser, marcher dans un peu d'eau, plus la boue qui se trouve ici parce que c'est le fleuve. Alors il va salir ses vêtements. Souiller, ça veut dire salir. Il va salir ses vêtements. Il leur a demandé comment va-t-il passer de la barque à la terre ferme sans salir ses vêtements. Bien. L'un des chevaliers est là, le pèlerin. L'un des chevaliers, qu'est-ce qu'il a fait? Est là. Elle est. Ça veut dire appeler de loin. Pèlerin, viens s'il te plaît. L'un des chevaliers est là, le pèlerin. Ami, retrousse ta cape. Ça veut dire retrousser, d'accord? Surtout au niveau du bas. Retrousse ta cape. Descends dans l'eau, retrousse ta cape, descends dans l'eau, il va mettre pied dans l'eau, simplement, à l'eau, et porte la reine. Ça veut dire, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va porter la reine de la barque. On va lui donner la reine. Tiens, alors qu'est-ce qu'il va, lorsqu'il a pris la reine, il va quoi? Il va traverser l'eau, traverser la boue, il va poser la reine à la terre ferme, à la terre dure, qui n'est pas mouillé, qui n'est pas humide pour qu'il ne soit pas sale ou bien pour qu'il ne salisse pas ses vêtements. Et porte la reine. Si pourtant tu ne crains pas casser quand je te vois, casser ça veut dire faible. Il est faible, il s'est affaissi, c'est-à-dire ses pieds ne le tiennent pas. Alors, pourquoi? Parce qu'on a dit c'est un pèlerin, long voyage, alors tout le monde croit qu'il s'agit d'un pèlerin, alors là directement, tu es faible. Peut-être, c'est quoi? Tu ne crains rien,
tu ne crains rien, car c'est comme je le vois, de fléchir à mi-route. C'est quoi fléchir? C'est-à-dire lorsque tu prends la reine, et à cause du poids de la reine, tu vas te fléchir et tu vas tomber, comme on a dit, à cause du long voyage. Il n'y a pas de long voyage ici. Il n'y a ni pèlerin, ni long voyage. Seulement, on a dit que Tristan s'est déguisé. Il joue un rôle de pèlerin. Et le pèlerin, c'est quelqu'un qui a effectué un long voyage. Alors, si on dit au voyage, comme j'ai dit, la fatigue, là, il ne dort pas bien, il ne mange pas bien, parce que là, ce qui l'intéresse, on a dit, c'est le culte religieux. Alors, on lui a dit, comme il a dit ici, si pourtant, l'opposition, si pourtant, et la condition ici, tu ne crains rien, tu ne crains pas, cassé, affaibli comme je le vois, je te vois, de fléchir à mi-route. Ça veut dire de vaciller, de tituber à mi-route. Ça veut dire en prenant la reine, à moitié de la route, tu peux tomber. Soit tu te tombes sur la boue, soit tu tombes sur la terre ferme, ainsi de suite. Et c'est seulement, les habits des pèlerins sont trompeurs. C'est-à-dire, il n'y a pas un vrai pèlerin. C'est un faux pèlerin. L'homme prit la reine dans ses bras. Alors, il prit la reine dans ses bras. Oui, le texte. Et lui dit tout bas. La reine, parce que là, lorsqu'il l'a prise comme ça, la tête de la reine se trouve proche bien près de l'oreille de Tristan, du pèlerin. Tristan pèlerin. Alors, il lui chuchote, il lui dit tout bas. Ami. Puis, tout bas encore, laisse-toi choir sur le sable. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Laisse-toi choir sur le sable. Ça veut dire quoi? Laisse-toi tomber. Tombe, tout simplement, sur le sable. Il n'a pas dit sur l'eau, il n'a pas dit sur la boue, mais le sable qui va tomber. Alors, c'est ça la stratégie d'Iseu. Parvenu au rivage, il s'est éloigné de l'eau. Elle trébucha. Trébucher, ça veut dire perdre l'équilibre, il se dérape à cause d'une pierre ou bien quelque chose, lorsqu'on marche ou bien on court, et puis hop, on touche une pierre et on se trébuche et on tombe. Elle trébucha et tomba, tenant la reine pressée contre ses bras. Alors la reine, lorsqu'il tombe sur la reine trébuche, il tombe sur la reine. Où se trouve la reine? Elle se trouve entre les bras du pèlerin. Écuyers et mariniers saisissent les rames et les gaffes pour chasser le pauvre air. En voyant la scène, les mariniers, les écuyers s'arment et se dirigent pour chasser. Ça veut dire qu'ils vont courir derrière le pèlerin pour l'attraper, pour le frapper. Mais Iseu va intervenir. Laissez-le, ne lui faites pas de mal, dit la reine. Sans doute un long pèlerinage. Un long pèlerinage l'avait affaibli, affaissi, il lui a fait perdre toute son énergie, toutes ses forces. Il a fait tout son mieux pour me prendre. Ce qui est important, c'est qu'il ne m'a pas fait tomber dans l'eau ni sur la boue, mais il a déjà fait son travail. Et détachant un fermail, qu'est-ce qu'il a fait après? Il a pris un fermail, un collier, il a pris un fermail d'or fin, délicat, fin, et il le jeta au pèlerin. Il a pris un fermail en or, et le jeta à Tristan, tout simplement. Devant le pavillon d'Arthur. Maintenant, toute cette assistance se trouve devant le pavillon d'Arthur. Arthur, le grand roi. Pourquoi sa présence? Parce que c'est le grand témoin. C'est Iseu est coupable. Personne ne va dire il n'est plus coupable, ni le roi Marc, ni les autres. Parce que le roi insiste à tout ça. C'est fini. C'est le grand jugement. Et le grand juge. Si Iseu est innocente, personne n'a plus le droit de l'accuser d'infidélité parce que le grand témoin se trouve là. Alors c'est ça, sa place, sa présence est d'une grande importance. Parce que là, elle veille sur tout
toute la région, et c'est lui qui va dire oui ou non, bon ou mauvais, bien ou mal. Devant le pavillon d'Arthur, un riche drap de soie de Nicée était étendu sur l'herbe. Donc il y a un drap en soie. Sur là on va marcher ici. L'herbe verte et les reliques du saint. Les os du saint. Parce que ici la religion, il y a comme on a aussi chez nous les Mirabeau, les mausolées, etc. Ça veut dire on croit ces histoires, il y a les âmes de ceux qui sont morts, les âmes des saints, voilà, il y a un saint, cette pierre est sainte, ainsi de suite. Il y a beaucoup de ces persécutions auxquelles croient certaines personnes. Les reliques des saints retirées des écrins et des chasses y étaient déjà déposées. Monseigneur Gauvin, Giroflée et Quay, le sénécal les gardait. La reine, ayant supplié Dieu, ça veut dire ayant supplié Dieu, il a prié Dieu, retira les joyaux, tous les bijoux, tout ce qui est accessoire riche, tout ce qui est bijoux, tout ce qui montre sa richesse, sa valeur, tout ce qui est la relation avec son pouvoir, la relation avec la matière, le gouvernement et tout ça. Ça veut dire ce qui marque la richesse, il la distingue des pauvres, il va le retirer. Des joyaux de son cou et de ses mains, il les donna aux pauvres. Alors ici, ce sont de la supplication, la prière, l'aumône, pour avoir l'aide de Dieu. C'est Dieu des minuscules. D'accord? On parle de Dieu. Alors, il va retirer tout ce qui est, toute cette richesse, parce qu'il sera devant Dieu. Alors, il va être comment? Une personne faible, une personne pauvre, une personne qui n'a pas toutes les richesses, il n'est pas venu ici pour faire des spectacles, ou bien faire un numéro, se présenter devant les gens pour l'applaudir. Alors il va être devant le Dieu, alors il va être comment? Il a dit faible, fatigué, qui est pitoyable, il ne va pas avoir beaucoup d'habits, un seul habit suffisant. Bien. Il détacha son manteau de pourpre et sa gampe fine et les donna aussi. Il donna son châme et son bulot et ses chaussures enrichies de pierres. Il a tout enlevé, tout ce qui est or, tout ce qui est argent, tout ce qui est soie, tout ce qui brille, tout ce qui a une grande valeur, tout ce qui coûte très cher, tout doit être enlevé. Il garda seulement sur son corps une tunique, un seul habit, sans manche, et les bras et les pieds nus. Les bras sont nus et les pieds et les mains et les pieds sont nus, pardon. Les bras, sont nus et les pieds sont nus. S'avança devant les deux rois. Le roi Marc, le roi Arthur et le roi Marc. Il s'avança. Alentour, les barons la contemplaient. Parce que les deux rois vont s'asseoir comme ça, et alentour, ils s'avancent maintenant. Voilà les barons, et Iseux la pauvre s'avance. S'avança devant les deux rois, alentour, les barons la contemplaient, la méditaient, l'admiraient, parce qu'elle est très belle, c'est une étoile. Voilà. La contempler en silence et pleurer. Il la regarde avec admiration, avec amour. Il pleure. C'est eux qui ont causé sa souffrance. Et maintenant il pleure. Comment une femme d'une telle beauté va être jugée, va être morte aujourd'hui? Comment une femme qui représente la jeunesse, d'une grande beauté comme la lune, doit être morte aujourd'hui? Il pleure aussi de pitié envers elle.
Près des reliques brillait un brasier. Alors voilà, ici nous avons un brasier. D'accord? Un brasier, c'est comme le braseron chez nous. C'est-à-dire, il y a un récipient où se trouvent les braises, le feu. Il y a le feu. Des reliques brûlaient un brasier. Tremblante, il étendit la main droite vers les ossements des saints et dit. Alors, ils tremblent. Il tend la main vers les ossements, les os du saint. Et il dit. Maintenant, c'est ça le fer rouge. On va voir après, pardon. Le rouge, ça veut dire le feu, comme je l'ai dit au début. Roi de l'ogre, ça veut dire Arthur. Et vous, roi de Cornouailles, ça veut dire le roi Marc. Et vous, les barons, sire Gauvin, sire Quay, sire Giroflée. Et vous tous, qui serez mes garants, qui vont garantir mon innocence, qui vont bien témoigner, qui vont assister à mon innocence. Et ces corps saints, les corps saints qu'on a ramenés, et par tous les corps saints qui sont dans ce monde, je jure, ça c'est le sermon, elle jure, je jure que jamais, jamais de la vie, qu'un homme né de femme, un homme né de femme, il exclut ici les monstres, il exclut les démons, il exclut les ogres. Un homme né de femme, c'est-à-dire un être humain. Un homme né de femme ne m'a tenu entre ses bras. Ne m'a tenu entre ses bras, ça veut dire ne m'a pas tout touché. Ne m'a pas touché par ses mains. Il a touché mon corps. Ça veut dire il n'a pas dormi avec elle. Il ne lui a pas fait du mal. Il n'a pas profité de sa beauté. Ne s'est pas approché d'elle. Ne s'est pas collé contre elle. Qu'un homme né de femme ne m'a tenu entre ses bras. Hormis, ça veut dire sauf. Hormis, c'est l'exception. Sauf, ça veut dire un homme né de femme ne m'a tenu entre ses bras, sauf il va excepter, faire l'exception de quelques personnes. Quelles sont ces personnes? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui l'ont tout touché. Quelles sont ces personnes? Hormis le roi Marc. Qui est le roi Marc pour elle? Son époux, son mari. Personne ne l'a touché, sauf le roi Marc. Ce n'est pas touché comme ça j'ai dit. Ça veut dire qu'il y a une relation avec elle, une relation d'amour avec elle. Sauf le roi Marc et le pauvre pèlerin. Le pauvre pèlerin. Ça veut dire ce pèlerin-là n'a pas une intention mauvaise, des mauvaises intentions. C'est-à-dire il ne veut pas me tenir entre ses bras, mais on lui a demandé, c'est les chevaliers qui l'ont demandé de me prendre, alors il a rien fait d'exprès. Sauf le roi Marc et le pauvre pèlerin qui, tout à l'heure, s'est laissé choir, qui est tombé à cause du long voyage, il n'arrive pas à me supporter. Ça veut dire ici, ce n'est pas la faute de pèlerin, mais c'est la faute de chevalier qui l'ont demandé. Et c'est ça la ruse des œufs. Choir à vos yeux, ça veut dire vous avez vu ce qui était passé. Qui l'a touché alors? C'est le roi Marc et le pèlerin. Qui est le pèlerin? Le pèlerin est Tristan. Et Tristan. Est-ce qu'il a menti? Non, il n'a pas menti. Effectivement, c'est Tristan qui a profité d'elle. C'est Tristan qui a une relation amoureuse avec elle. C'est Tristan qui a beaucoup dormi avec elle. C'est Tristan qui la rencontre secrètement. Et le roi Marc aussi, c'est son mari. Alors, c'est comme ici, il a quoi? Il a un mari et il a un amant. C'est comme un deuxième mari.
Alors, mais ici, tout le monde sait que le pèlerin, et c'est qu'il s'agit d'un pèlerin, sauf eux, le lecteur et le narrateur, qui savent qu'il s'agit de Tristan. Alors, il n'a pas menti. En plus, il leur a dit, devant vos yeux, ça veut dire, vous l'avez vu. Il ne m'a pas prise, ou bien, il ne l'a pas prise en cachette, ou bien secrètement, bien loin de vous. Non, vous avez tout vu. Qui m'a pris dans ses bras, bien qu'il l'a prise dans ses bras? C'est le roi Marc et Tristan. C'est-à-dire le pèlerin. Alors, qu'il s'est laissé choir, qu'il laissé tomber, ça veut dire il ne l'a pas prise entre ses mains de façon exprès, non, tout simplement parce qu'il s'est tombé et le fait d'être tombé l'a fait obligé d'être entre ses bras. Voici, roi Marc, ce serment convient-il? Regardez comme il est sûr d'elle. Il est confiant. Elle est sûre d'elle. Est-ce que ces paroles suffisent? Est-ce que ce serment est valide, est convenable? Est-ce qu'il te convient? Est-ce que tu veux un autre serment? Est-ce que tu veux que je change les paroles, je change les mots, j'ajoute quelque chose, je supprime quelque chose? Le roi Marc va répondre, oui, reine, et que Dieu manifeste son vrai jugement. Oui, ton serment est suffisant, il me convient complètement. Et il supplie Dieu qu'il fasse son vrai jugement. Et si nous avons deux jugements, soit innocente, soit coupable. Soit il va être innocent, ou bien coupable. Alors, Amen. Ça veut dire que Dieu accorde bien ce que je viens de dire. Accepte mon serment. Elle s'approcha du brasier, ça veut dire le feu, s'approcha du brasier, s'approcha du feu, pâle et chancelante. Ça, c'est le temps du verdict. Le temps difficile pour elle. Elle est comment? Elle est pâle. Sa couleur s'est changée. Elle est pâle. Elle est livide. Pâle. Alors, pâle. Blême. Livide. Elle est toute jaune. Peut-être elle a peur. Elle ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Elle a bien joué son rôle. Elle a bien joué utilisé sa ruse. Mais il est devenu pâle. Et peut-être cette pâleur, c'est quoi? C'est une fausse pâleur pour montrer aux autres qu'il n'a rien caché, pour montrer qu'il ne joue pas dans cette situation, et pour montrer qu'il est sûr, qu'il a peur, sa vraie peur. Mais c'est juste, on peut dire que c'est juste un jeu. Elle est chancelante, ça veut dire il vacille, il se berce, il n'arrive pas à se tenir sur ses pieds. Tous se taisaient. Qu'est-ce qu'il règne dans ce pavillon? C'est le silence. Et tout le monde se pose une seule question, c'est quoi? Que va-t-il se passer? Bien. Et le fer était rouge. Le fer était rouge par le feu. Qu'est-ce qu'il devient rouge? Lorsqu'on le laisse une longue période. Beaucoup de temps sur le feu. Le fer noir va devenir rouge. Ça veut dire il est très brûlant. Il est très brûlant. Alors, c'est comme le fer qu'utilise le forgeron. Et c'est facile à être modelé par le marteau, etc. sur l'enclume. Elle plongea ses bras nus dans les braises. Les braises, ce sont le charbon qui est devenu enflammé. Nus dans la braise, saisit quoi? Saisit la barre. La barre de fer. Il a pris le fer. Oui, ce fer, il est dans le feu. Il est comment? Il est devenu rouge. À cause de quoi? À cause du feu. Alors, il a pris le fer. Il a pris le fer qui est rouge. Il a pris par toutes ses mains comme ça. Il la tient par ce doigt. Il faut le tenir et fermer ses bras comme ça. Bien. Alors, il plongea ses bras nus dans la braise, saisit la barre de fer, marcha 9 pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pourquoi 9 pas? Pour que le fer
reste bien et contact, reste bien dans ses mains et contact avec sa pomme, et sa peau et sa chair, et pour qu'elle ait son effet, ça veut dire qu'elle va laisser la trace, etc. Marche à 9 pas au la portant, ça veut dire il porte là-bas, puis l'ayant rejeté. Après 9 pas, ça veut dire deux longues secondes, et là, il l'a rejeté. Et tendit ses bras en croix. Après, il montre. Ça maintenant, c'est l'heure du jugement. Il va montrer ses bras en croix. Il le montre à l'assistance. Surtout au roi Arthur et au roi Marc, puis le baron. Voilà, il va faire comme ça. Après, il va faire devant les barons. Il va tourner devant les autres barons. Alors à vous de voir, à vous de juger, à vous de donner le verdict. Les pommes ouvertes. Alors, les pommes ouvertes. Et chacun, ça veut dire toute l'assistance, chacun vit que sa chair était plus saine que prune de prunier. Il était saine, il n'était pas brûlé, que prune. Parce que le prune de prunier, c'est quoi prune de prunier? Pourquoi c'est une métaphore pour montrer la beauté? Parce que le fruit, il est quoi? Il devient mûr à l'arbre. Il est intouchable. On ne peut pas le changer. Ça veut dire comme il est, voilà, il est bien formé, bien coloré, bien fait. Ça veut dire ses mains sont très belles, sont magnifiques. Il n'y a pas de cicatrices. Le fer rouge n'a aucun effet sur ses mains. Le feu n'a rien fait à ses mains. C'est l'imagination. Effectivement. Là, ça c'est le jugement par le fer rouge. C'est quoi, de quoi consiste ce jugement? Si le feu a laissé la trace, bien cette barre, s'il lâche la barre et on voit la trace de cette barre sur ses mains, voilà, on va dire qu'il est coupable, qu'il a commis un crime, qu'il est infidèle. Mais ici, si la barre n'a laissé aucune trace, ça veut dire qu'il y a l'innocence. Elle est innocente et les barons mentent, le mensonge. Bien, mais et si c'est l'inverse, c'est ils qui mentent et les barons disent la vérité, parce que seulement il a pu échapper au jugement par le fer rouge grâce à la ruse et à l'aide du pèlerin, de l'aide de Tristan. Alors, de toutes les poitrines, il n'a pas dit bouche. La bouche, ce n'est pas la poitrine. La poitrine ici, c'est le cœur. Alors, de toutes les poitrines, parce que la poitrine ici, c'est la sûreté, la confiance, la certitude, la vérité. Alors, ça veut dire, il n'y a pas de l'hypocrisie. Si je dis quelque chose par la langue et autre chose par le cœur, c'est l'hypocrisie. Alors, de toutes les poitrines, un grand cri, un grand soupir. De louange montra vers Dieu. Merci Dieu. Elle est innocente. Il n'est pas infidèle. Il n'a pas trompé son mari. Alors voilà, toute cette histoire, tout ce jugement, tout ce va-et-vient, et c'est une histoire très belle, très magnifique, par un seul jeu, et montre la force de la femme, la force de la ruse de la femme. Il montre aussi la force de l'amour. On ne peut pas séparer deux personnes qui s'aiment. Et tout ça, c'est très important. Ce sont les thèmes de ce texte. Il y a aussi le thème de l'influence des barons sur la cour. Le roi Marc n'arrive pas à commander seul. Il est toujours sous la pression. Mais il ne peut pas dire non parce qu'il a peur que les barons se rebellent. Ainsi de suite. C'est ça la beauté de ce texte. Dieu va réclamer, va prouver son innocence grâce à une ruse, et qui est déjoué, il sait qui est trompé, c'est les barons qui vont croire que c'est la vérité, et Dieu a réussi à les faire taire. Alors voilà le texte, merci beaucoup, à la prochaine.